Vous savez qu'il y a une grande mode, on parle beaucoup du collagène. Tout le monde prend du collagène. Oui, c'est très bien. Sauf que si vous manquez de silicium, le collagène, vous ne le fixez pas. Vous ne le fabriquez pas, vous ne le mettez pas là où il faut. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour les amis, j'ai bien conscience que la ménopause ou la périménopause peut être une période délicate à traverser avec son lot de changements physiques et émotionnels, souvent difficiles à gérer. Notre sponsor du jour, Ménocia, bouffée de chaleur, est spécialement conçu pour vous accompagner dans la gestion de ces symptômes. Fabriqué en France et formulé par le laboratoire CCD, un expert de la santé féminine, ce complément alimentaire naturel aide à soulager les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la fatigue, tout en participant au maintien de votre équilibre émotionnel. Ménocia bouffée de chaleur, c'est aussi une formule sans hormones, sans phytoœstrogènes, sans conservateurs et sans ingrédients d'origine animale. Cela en fait un allié qui convient à toutes. Alors si vous cherchez une solution à la fois efficace et naturelle, faites confiance à Ménocia, bouffée de chaleur, et surtout prenez bien soin de vous. Comment prendre soin de son cœur ? Nous avons souvent tendance à envisager le corps et l'esprit comme deux entités distinctes. Pourtant, les émotions, le stress et notre style de vie influencent directement notre santé cardiaque. Pour éclairer les mystères de notre système cardiovasculaire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui celui que vous connaissez bien, le docteur Dupont, médecin ancien attaché des hôpitaux en dermatologie et chef de clinique en endocrinologie et nutrition. Ensemble, nous allons aujourd'hui explorer comment prendre bien soin de notre cœur, de manière la plus naturelle possible, évidemment, afin de prévenir les risques cardiovasculaires. Je suis ravie de retrouver le docteur Paul Dupont. Bonjour Paul. Merci Anne, je suis aussi très, très heureux d'être toujours avec vous et avec vos auditeurs qui, je pense, sont intéressés par tous ces sujets d'actualité. Oui, tout à fait. Alors, je le signale quand même, pour rappel, nous avions déjà réalisé des épisodes sur le cœur dans le podcast Métamorphose. Alors, d'abord avec un médecin, justement, qui est le docteur Mathieu Bernard Le Bourvelet, qui est cardiologue, le cœur, notre autre cerveau. Alors, ça ne va pas du tout être redondant avec le podcast d'aujourd'hui, mais tout à fait complémentaire. Et puis avec une journaliste brillante comme son nom, qui s'appelle Stéphanie Briand, qui nous a parlé de l'incroyable pouvoir de l'amour et du cœur. Donc c'est intéressant, ça fait on tisse des fils entre les différentes émissions. C'est passionnant. Oui, c'est absolument passionnant. Alors on en parlait hors antenne. Quand on voit votre parcours, on se dit endocrinologie, dermatologie. Pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé finalement, le docteur Dupont, à la santé cardiaque ? Disons que d'abord, je pense que mes premiers stages en internat, j'étais en cardiologie. Et c'est vrai qu'en tant qu'ancien chef de clinique de diabétologie également, on était souvent amené à soigner des patients qui avaient des problèmes cardiaques. Ceci dit, ce dont on va parler aujourd'hui, on va surtout parler de la physiologie du cœur, des liens avec le psychisme, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que bien des pathologies cardiaques sont la conséquence à long terme du stress. Et puis aussi la nutrition, parce que c'est un système tout entier, le système cardiovasculaire, qui a besoin d'être régénéré. Et c'est vrai que certains nutriments essentiels de l'alimentation, souvent font défaut. Et c'est un petit peu ces carences qui peuvent être à l'origine de problèmes cardiaques sur le long terme. Voilà, donc on va essayer de faire le tour de ces questions. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter, nous rappeler comment fonctionne le cœur ? On a le sentiment que ça va de soi et qu'on connaît les échanges, mais peut-être pas tant que ça. Et c'est intéressant de se repencher vous dessus. Vous rappelez, quand on a parlé du foie, on a dit que le foie, il avait beaucoup de fonctions, que souvent on les ignorait. Le cœur, c'est un peu pareil. Parce que quand on pense au cœur, on pense à une pompe.
Bon, la pompe cardiaque, donc il va brasser le sang, quand même beaucoup de sang puisque 8 litres par minute, c'est pas rien et donc le cœur a besoin d'être une bonne pompe. Ça, c'est sa première fonction. Il maintient aussi la pression dans les vaisseaux sanguins, donc il faut qu'on ait une tension artérielle suffisamment puissante pour que le sang soit véhiculé dans toutes les parties du corps. Ça, c'est sa première fonction. Donc ça, il faut qu'il y ait une fréquence régulière, une fréquence plus exactement avec un rythme régulier et qui soit adapté aux besoins de l'organisme. Quand on va courir, la fréquence va s'accélérer naturellement pour répartir le sang un peu partout. Ça, c'est la fonction de pompe. Mais le cœur, on le sait moins, c'est aussi une glande endocrine. Par exemple, dans l'oreillette du cœur, qui est la première partie par laquelle le sang va rentrer dans le cœur, l'atrium, si vous voulez, la porte d'entrée, sécrète ce qu'on appelle le facteur atrial natriurétique, c'est-à-dire c'est un facteur qui va réguler la pression artérielle en éliminant le sel en excès dans le corps. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très important. Et le cœur également, par cette hormone, va apaiser le système nerveux. Donc ça, c'est sa deuxième fonction. Ensuite, le cœur est entouré de feuillets qu'on appelle le péricarde. Et là-dedans, vous avez énormément d'acides gras essentiels, notamment les oméga-3. C'est là que justement, si vous voulez, les oméga-3 sont importants. Ils sont importants pour la fluidité du sang, mais également pour maintenir une sorte d'énergie protectrice qui entoure le cœur. Voilà. Et qui est une énergie qui est nécessaire au bon fonctionnement du cœur. Voilà, vous voyez, il y a déjà tout ça, chose que souvent on ignore et auxquelles on ne fait pas trop attention. Et la dernière chose, et ça je pense que dans l'émission que votre cardiologue a déjà peut-être évoquée, c'est que le cœur, c'est aussi un cerveau. On a beaucoup parlé du cerveau intestinal, mais là, le cœur, c'est encore plus important. Le cœur reçoit, si vous voulez, des fibres du système parasympathique, le système vagal, qui est un des versants apaisants du système nerveux autonome neurovégétatif. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, on disait, bon, ce frein vagal, il va ralentir le cœur, il va l'adapter aux besoins, il va faire qu'il ne va pas s'épuiser, etc. Mais il n'y a pas que ça. Dans ces fibres, on peut dire que 90% des fibres du parasympathique sont ascendantes. Ascendante, ça veut dire qu'elles reviennent vers le cerveau. Autrement dit, c'est comme si dans le cœur, il y avait une perception qui va être interceptée par le cœur et qui va aller vers le cerveau. Il y a plus de 40 000 neurones qui vont aller vers le cerveau et qui viennent du cœur. Donc, si vous voulez, il y a une perception comme un cerveau cardiaque. Alors, à quoi réagit-il? C'est là toute la question. On peut envisager que ça soit des perceptions non pas sensorielles au sens objectif du terme, mais des perceptions émotionnelles. Donc, quelqu'un qui va ressentir une émotion, on parle du cœur comme la compassion, l'amour d'autrui ou exactement l'amour qu'on reçoit d'autrui, on le perçoit et on le véhicule vers le cerveau qui va l'analyser. Voilà un petit peu, vous voyez, les choses importantes du cœur. Et enfin, bien sûr, c'est un système électrique, donc tout le monde sait que quand le cœur se dérègle, son rythme devient irrégulier. Il y a dans le cœur ce qu'on appelle un pacemaker, c'est-à-dire un donneur d'ordre de la contraction cardiaque entre l'oreillette et le ventricule. Et lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on a un bon équilibre vital et que le système neurovégétatif n'est pas affecté par le stress, tout se passe correctement. Voilà à peu près les points importants qu'il faut connaître par rapport au cœur. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. On prend des bons cours aussi de physio-anatomie et de compréhension de cet organe et de cette glande aussi, plus étonnant effectivement et plus méconnu. Qu'est-ce qui va agir justement sur le cœur? Quelles vont être les causes principales justement d'altération de la fonction du cœur? Vous avez parlé du diabète au début. Qu'est-ce que le cœur, en fait, n'aime pas du tout? On va parler du stress, donc peut-être d'émotions trop importantes et puis répétées aussi sur la durée. Qu'est-ce qu'il n'aime pas, en fait? Je pense qu'on a dans le domaine courant, enfin, le bon usage populaire, employé beaucoup de termes. J'ai le cœur brisé, j'ai le cœur lourd, j'ai une peine de cœur. Tout ça, ce n'est pas que de l'imaginaire. Vous savez que même d'ailleurs, on a prouvé récemment qu'on pouvait avoir le cœur brisé réellement par un choc
émotionnel très vif et très intense, de peur par exemple, on peut avoir un accident cardiaque. On a décrit des cas de rupture du muscle cardiaque par un phénomène lié au stress, un choc qui n'est pas forcément physique, hein, donc c'est vraiment très, très, très objectivable. Donc ce que le cœur n'aime pas, c'est l'irrégularité, si vous voulez. Le cœur, il fonctionne avec les systèmes neurovégétatifs. C'est une espèce de système autonome dont on n'a pas conscience et qui va régler le fonctionnement du cœur, sa fréquence, son rythme régulier, en accord avec les poumons. C'est pour ça que tout à l'heure, peut-être, on parlera également du lien cœur-poumon, hein, Absolument. cœur-poumon-cerveau, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Eh bien, quand on est stressé, on a le souffle coupé, mais le cœur se met à battre. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un dérèglement entre la respiration et le fonctionnement du cœur. Et ça, sur le long terme, lorsque ces phénomènes de stress répétés, d'anxiété induite par des événements stressants qui touchent du domaine de l'émotion, de l'amour en général, hein, eh bien, ou de la peur, hein, c'est les deux qui sont liés, ça peut à la longue provoquer de l'arythmie. Alors, soit des troubles du rythme par des extrasystoles, c'est-à-dire par moment on sent un battement qui vient et qui ne devrait pas être là, ou alors ça devient tout à fait arythmique. Et là, ça devrait être des pathologies qu'il faut soigner médicalement, bien sûr, et prendre en compte de manière thérapeutique efficace. Voilà. Donc, ce que le cœur n'aime pas, pour répondre à la question, a priori, en priorité, ce sont les stress. Ça crée une incohérence. Mais il n'y a pas que le stress, bien sûr. Il y a notre alimentation. À partir du moment où on va surcharger le cœur, et le sang en particulier, de produits que le cœur n'aime pas parce que ça va rendre le sang plus visqueux, le sang va être plus oxydant, le sang va être porté de ce qu'on appelle des protéines, des lipides glyqués. Vous savez, on a parlé du sucre dans une autre émission. La glycation, c'est-à-dire le phénomène qu'on sucre les protéines et les lipides du corps, c'est très mauvais pour le sang, c'est très mauvais pour les artères et donc par opposition, très mauvais pour le cœur. Ce que le cœur n'aime pas, c'est quand les artères commencent à être abîmées parce qu'ils doivent faire plus de travail. Par exemple, quelqu'un qui va avoir, je prends un exemple, une sténose quelque part, c'est-à-dire un serrement d'une artère, le cœur va être obligé d'augmenter sa force de contraction. S'il n'est pas nourri convenablement, par exemple s'il manque d'oméga 3, s'il manque de coenzyme Q10, de vitamine B, etc., il va y avoir une dilatation du cœur qui fait qu'il peut devenir un jour incohérent et insuffisant. Voilà. Ça, ce sont des exemples. Bien sûr, c'est pas exhaustif, il peut y avoir d'autres causes. Mais les causes principales des problèmes cardiaques, c'est le rythme de vie avec le stress, c'est la mauvaise alimentation et ce sont les carences. Évidemment, on parle de l'alimentation, mais j'imagine que la pollution, le tabac et l'alcool, alors l'alcool faisant un peu partie de l'alimentation. Merci Anne, c'est essentiel de le dire. Oui. C'est vrai que j'aurais dû l'ajouter, mais bon, c'est tellement évident aujourd'hui. C'est tellement évident aujourd'hui, mais il est certain que le tabac, l'alcool et la pollution urbaine sont les facteurs majeurs de risque cardiovasculaire et notamment coronarien. Pourquoi ? Parce que la pollution est un oxydant, donc ça oxyde les petites artères, et donc elles vont s'abîmer, elles vont facilement s'enflammer, et il peut y avoir après des dépôts de calcium ou de lipides, et donc ça va faire des pathologies cardiaques coronariennes. C'est valable pour tous les vaisseaux sanguins, bien sûr. L'alcool aussi. L'alcool est pourvoyeur à la longue d'arythmie cardiaque. Ça, c'est prouvé aujourd'hui. Le fait de trop boire des alcools forts, je ne citerai pas de marque, hein, mais sur le long terme, c'est pourvoyeur d'arythmie cardiaque. Est-ce qu'il y a d'autres pourvoyeurs d'arythmie cardiaque ? Je pense notamment à certaines phases de vie comme la ménopause chez les femmes. Alors ensuite, il y a le problème de la ménopause. Le problème de la ménopause, c'est qu'il n'y a plus les œstrogènes pour contrebalancer les risques de dépôt cardiovasculaire. Vous savez que les artères sont protégées par les œstrogènes. Et également, la glycémie également est améliorée par les œstrogènes en général. Et le fait de manquer d'un coup de ces hormones fait que les artères perdent de leur souplesse
Il y a davantage de risques, encore une fois, de glycation. Donc, si on ne fait pas un régime en faisant une petite éviction du sucre pur, du sucre rapide, on risquera davantage de durcir le collagène, de durcir les artères, d'avoir de l'hypertension et d'avoir effectivement des troubles cardiaques à la longue. Voilà. Les hormones féminines protègent les accidents vasculaires. Et inversement, le fait d'en manquer peut faire qu'on peut avoir plus de risques. Alors, ça peut être parfois antinomique, puisqu'on sait que les périodes de ménopause, comme d'ailleurs dans le syndrome prémenstruel, mais ça c'est un autre sujet, Oui. peuvent donner des formes un peu d'addiction ou d'appétence justement pour le sucre. On cherche en fait de l'énergie à travers malheureusement ces aliments-là. Oui. Alors là, il faut éviter, comme on l'a dit déjà sur l'émission pour le sucre, il faut éviter la restriction cognitive. C'est pas ma spécialité. Bon, comme vous le savez, on a fait un livre avec ma collaboratrice. Là, on a parlé de ce sujet. C'est très important de ne pas faire d'éviction. Parce que l'éviction conduit à l'addiction, si vous voulez. On veut se restreindre, on veut trop se restreindre, on veut tout arrêter, puis après on repart de plus belle. Donc je veux dire, c'est vraiment important de ne pas faire non plus de culpabilisation par rapport au sucre. Le sucre, c'est aussi la nourriture du cœur, donc il ne faut pas l'oublier, c'est l'énergie de base. Donc l'essentiel, c'est de choisir du sucre de bonne qualité, donc dans des sucres lents, même les fruits, mais mélangés avec des lipides pour qu'on puisse mieux les absorber. Et puis réguler la quantité alimentaire, peut-être en prenant des produits riches en fibres qui vont remplir l'estomac et qui vont éviter de se gaver de produits trop riches en glucides. Là, je peux renvoyer vers un épisode excellent qui avait très bien fonctionné de Métamorphose avec vous, docteur Paul Dupont, qui était 498, qui s'appelait « Décrocher du sucre ». Voilà. Oui. Donc ça, on peut s'y référer. Alors, si on revient sur notre cœur du sujet, on a dit qu'on reparlerait de ce fonctionnement, de cette cohérence, de cette fréquence cardiaque et de cette cohérence cardiaque aussi en relation avec les poumons. Ça me semble peut-être intéressant d'y revenir. Alors, c'est un sujet qui a été peut-être, découvert parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du yoga, qui font des exercices de méditation, de respiration. Maintenant, c'est passé dans le domaine de la recherche scientifique. Ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est aussi ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire. En fait, c'est un mauvais terme, si j'ose dire, parce qu'on devrait dire plutôt modification de la fréquence et pas du rythme, heureusement. Quand on va modifier la fréquence cardiaque, ça reste régulier. Il n'y a pas de trouble du rythme, donc on ne devrait pas dire arythmie. Bon, on emploie ce terme. Moi, je préfère le terme cohérence cardiaque, tout simplement. Qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité que l'on a de modifier la fréquence du cœur en fonction de l'inspiration, de l'expiration. Il faut savoir que pour que le sang circule bien et soit bien oxygéné, il faut qu'il y ait une harmonie, une cohésion entre le nombre de respirations et la fréquence cardiaque. Quand on court, par exemple, on va respirer de manière plus rapide et le cœur s'accélère. Autrement dit, on oxygène plus le sang et le corps l'envoie partout dans les tissus, en particulier les tissus nobles. Si on a un trouble entre la respiration et le battement du cœur, on va déjà déclencher des phénomènes d'anxiété. Quand on a peur, on a peur d'un coup, on a peur, donc on a le souffle coupé, on a du mal à respirer, on a la respiration bloquée. Et là, on devient anxieux et le cœur s'accélère. Alors, ce n'est pas le cerveau qui va donner l'ordre au cœur de s'accélérer, c'est la réaction normale, neurovégétative, de perception du cœur qui s'accélère. Et c'est cette perception qui induit l'anxiété. Voilà ce qu'on vient de prouver récemment. On a fait des études chez l'animal, on s'est aperçu que c'était ça. Ce n'est pas le cerveau qui commande, c'est le cœur. Vous voyez, encore une fois, c'est très important. Et donc, faire des exercices de cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va demander à la personne, pendant, mettons, 5 minutes, de faire des inspirations forcées et des expirations forcées. Je dis bien forcées, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'inhaler et d'expirer. On va inspirer profondément, puis expirer profondément, en se servant de la respiration abdominale. C'est-à-dire que lorsque l'on respire par le ventre,
Quand on bombe le ventre et qu'on abaisse le diaphragme, on va avoir une cavité thoracique qui est beaucoup plus ample. On a Mmh. davantage d'air qui rentre dans les poumons. À l'inverse, quand vous rentrez le ventre, que vous remontez le diaphragme, vous videz complètement les poumons, vous expirez beaucoup plus profondément. Donc on fait cet exercice que les gens connaissent, je ne vais pas tout expliquer, mais beaucoup de vos auditeurs doivent bien connaître. Mais c'est important de le rappeler que c'est grâce à cela que si on le fait 2 ou 3 fois dans la journée, on va avoir une meilleur rétablissement de l'équilibre, vous voyez, entre le cœur et les poumons. Mmh. Donc c'est quelque chose de très important pour les personnes qui sont anxieuses, les personnes qui ont des problèmes, de concentration, voilà. Ça va aider, le cœur à fonctionner et à donner de bons influx vers le cerveau et donc d'être moins anxieux. On sait parfois d'ailleurs que, certaines, crises d'anxiété, aiguës peuvent, pour les patients, enfin pour les personnes, être prises pour, une crise cardiaque. Exactement. Alors il faut pas y à l'inverse, c'est quand même bien de consulter parce que parfois ça peut être quand même une crise cardiaque, hein, et pas une crise d'anxiété donc c'est Alors ce qu'il faut bien dire, c'est que les perceptions que l'on a au niveau du cœur, bon, il peut y avoir des palpitations, c'est une chose, mais il peut y avoir aussi une gêne dans la région précordiale. Alors cette gêne, elle peut se voir très souvent quand on a des carences en magnésium. Une carence importante en magnésium peut mimer pratiquement une crise d'angine de poitrine. C'est-à-dire qu'on a une oppression dans la cage thoracique et ça peut même irradier dans le bras. Mais avant de dire: «Je suis carencé en magnésium», il faut consulter. Parce qu'il y a 2 choses qu'il faut bien savoir, à partir notamment d'un certain âge, c'est que, on peut avoir 2 symptômes, c'est la gen l'oppression simple, mais ça peut être aussi le phénomène de bloc-nez. C'est-à-dire que lors d'un effort physique, on a pas mal dans les poumons, rien, on a dans la poitrine, pardon, mais on est brusquement essoufflé. Ce qu'on appelle la bloc-nez, c'est-à-dire que c'est un blocage de respiration, oui, et on a du mal à respirer et ça peut venir du cœur. Donc c'est là que dans ces 2 cas, il est quand même, prudent de consulter un cardiologue, de faire un électro, de faire peut-être même une épreuve d'effort pour vérifier qu'il n'y ait pas de troubles au niveau des coronaires. mmh. Quand on pense, ou quand on sait qu'on peut avoir des artères encombrées, est-ce qu'il bon, on vérifie, hein, comme vous venez de le dire. On va passer peut-être, à une partie aussi solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez parlé tout à l'heure des oméga 3, vous avez, Oui, voilà, cité un certain nombre de choses. On peut prendre un peu des cas différents. On va reparler oui, aussi du cas de la ménopause, hein, parce qu'on sait oui, que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité féminine, oui. donc c'est quand même, pas neutre. On reparlera de la ménopause, mais là, si on parle des artères, alors qui peut concerner le cas de la ménopause, mais tout à chacun. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que notre corps fonctionne avec ce qu'on appelle les capillaires. Si on les met bout à bout, ça fait 2 fois le tour de la Terre. C'est Donc c'est fou. vraiment très important. Oui. Or les capillaires, ils ont besoin de certaines vitamines et la première des vitamines, la plus importante, c'est la vitamine C2. Ça s'appelle aussi les bioflavonoïdes, les anthocyanes et cetera. On les trouve dans les fruits, les baies, vous savez, toutes les fruits rouges, voilà. Donc ça, c'est très important. On le trouve aussi dans ce qu'on appelle les OPC, les oligomères des pépins de raisin qu'on trouve dans le raisin. Donc il faut toujours avoir une bonne alimentation riche en fruits rouges. Voilà, ça, c'est la vitamine C2. La deuxième chose, c'est d'apporter des acides gras essentiels qui sont les oméga 3, mais plutôt sous forme de phospholipides, c'est-à-dire, directement solubilisables. Vous savez, un acide gras essentiel, c'est de l'huile. Si vous mettez dans l'eau, ça ne se mélange pas, ça fait des gouttelettes en suspension. Mmh. Sous forme de phospholipides, comme la lécithine du jaune d'œuf, ça va se mélanger, ça va faire une émulsion. Donc dans le corps humain, c'est pareil. 30 du cerveau, 15 des nerfs, toutes les membranes des cellules, les artères et cetera, ce sont des phospholipides et donc il faut apporter au corps ça, ces acides gras, ces oméga 3 sous forme de phospholipides. Donc ça, c'est très important car si on en manque, effectivement, il y a davantage de durcissement des artères et de risque de voir apparaître des inflammations. Comment est-ce qu'on peut savoir d'ailleurs qu'on en manque? Est-ce que là, il convient de faire une analyse, de sang, par exemple? Alors, on le fait pas en routine. Bon, on va doser ce qu'on appelle en routine, on va faire les lipoprotéines. C'est-à-dire qu'on va doser HDL, LDL, VLDL éventuellement, oui.
et le cholestérol total. En fait, on pense que le cholestérol est un petit peu le reflet de cet apport de phospholipides. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais il est certain que si on a davantage de HDL ou d'apolipoprotéine A, c'est ApoA, ces deux facteurs sont les facteurs prédictifs d'un bon état cardiovasculaire. Si par contre on a trop de ce qu'on appelle les LDL, les Low Density Lipoproteins, c'est là qu'on a trop d'acides gras oxydés, saturés, qui sont susceptibles de se déposer sur les parois vasculaires et de provoquer ce qu'on appelle des cellules spumeuses, c'est-à-dire que la paroi artérielle va se gorger de lipides, va se durcir et ensuite va se calcifier. Ce serait ce qu'on pourrait dire du mauvais gras? C'est le mauvais gras. On appelle ça l'athéromatose. Et l'athérome, ça vient du grec athéra, qui est la bouillie d'orge. Donc on a comme de la bouillie dans les artères. C'est une image à essayer de ne pas visualiser. C'est ça, c'est sympa. Voilà. Mais bon, en principe, si on mange bien avec assez d'acides gras dans l'alimentation, ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger justement là? Je vous vois venir avec vos petits poissons là. Je vais vous parler du krill. Oui, alors l'huile de krill, mais aussi, avant de parler de l'huile de krill, est-ce qu'on peut parler des petits poissons qui sont en bas de la chaîne alimentaire et puis ce qu'on peut faire pour les végétariens? On parlera de ça aussi. Alors, les végétariens, une autre solution, c'est qu'un truc d'ailleurs qu'on utilise depuis peu de temps, ce sont des huiles d'algues qui contiennent du DHA. Donc, c'est pas sous forme de phospholipides, mais c'est quand même mieux que rien. Donc, vous savez que les DHA, les EPA-DHA, c'est les oméga-3 essentiels pour le cœur. On les trouvera dans les poissons, les poissons des mers froides. Mais si on est végétarien, à plus forte raison vegan, on peut se tourner vers ces huiles d'algues. Donc, c'est du DHA végétal, voilà, tout simplement. Et après, vous avez les zooplanctons, c'est-à-dire le krill. Bon, l'huile de krill, je crois qu'on avait fait une émission dessus aussi. C'est un produit que je connais depuis très longtemps, mais c'est moi qui l'avais fait venir en Europe en 2005, puis ensuite en 2009, on a eu le Novel Food. Maintenant, tout le monde le préconise. C'est extraordinaire. C'est le plus puissant antioxydant qu'on connaît. Or, le problème d'ailleurs des artères et du cœur, c'est l'oxydation. Le sucre en excès va oxyder, la pollution va oxyder, le tabac va oxyder, l'alcool va oxyder. Donc, il faut quelque chose qui empêche l'oxydation. Le krill, c'est parfait pour ça. C'est l'huile de base du système cardiovasculaire. Elle fluidifie le sang, elle répare les artères, elle défait en partie au début les plaques d'athérome, je dis bien au début, pas quand c'est calcifié et durci, là, il n'y a plus rien à faire, mais au tout début, ça peut décrasser en quelque sorte des artères. Le Sur seul combien de temps inconvénient du d'ailleurs? krill, pardon? Sur quel délai ça peut Alors, être ça peut agissant? agir sur 1 ou 2 ans. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, il faut le faire longtemps. OK. Par contre, il y a des inconvénients. D'abord, il ne faut pas être allergique aux crevettes. Ensuite, c'est un fluidifiant, donc vous n'allez pas pouvoir en prendre si vous prenez des anticoagulants. Avec l'aspirine, c'est toléré, mais pas avec les AVK ou les anticoagulants de nouvelle génération, type Pradaxa, Xarelto, Eliquis, etc. Là, c'est interdit. Et la dernière contre-indication que moi j'ai observée, qui n'est pas toujours décrite, c'est qu'à partir d'un certain âge, et quand le cœur a du mal à s'adapter lors de la fréquence cardiaque qui s'élève, le cœur peut accélérer trop le cœur. Et donc, ça peut fatiguer. Donc, il faut mieux éviter d'en prendre trop longtemps ou trop souvent à partir d'un certain moment. Parce que justement, autant chez le sportif, c'est extraordinaire, et chez les personnes jusqu'à la quarantaine, c'est bien, mais au-delà de 40 ans, à partir de la soixantaine, il faut se méfier quand même de ne pas en prendre tout le temps. D'accord. Voilà donc ce qu'on peut conseiller. Après, bien sûr, il y a l'alimentation. Le régime crétois, c'est extraordinaire. Bon, le régime du sud-ouest, il est pas mal aussi, hein, avec le confit de canard, etc. Vous savez que les Américains se sont demandé pourquoi les gens avec un meilleur état cardiovasculaire, grâce à cette alimentation, en fait, il y a des bons acides gras. Ils consomment beaucoup d'huile d'olive aussi dans le régime crétois, et l'huile d'olive est extraordinaire. C'est un anti-inflammatoire puissant. Plus elle est amère, plus elle est active sur l'inflammation. Donc, elle n'est pas qu'active par les oméga-9 qu'elle contient. Elle est active aussi par la protection cardiovasculaire. Donc, déjà, il ne faut pas cumuler l'excès de sucre et l'alcool. Des personnes qui nous écouteraient, Paul Dupont, pourraient se dire finalement, oui, j'ai peut-être un excès de sucre, mais comme par ailleurs, j'ai un bon régime crétois avec de la bonne huile, ou alors je prends du krill à côté, etc. L'un dans l'autre, j'arrive à compenser. Est-ce que ça marche comme ça? Alors, en partie, c'est vrai, mais à une condition, c'est qu'il n'y ait pas d'autres facteurs aggravants. Donc, le stress dont on a parlé tout à l'heure,
un manque de sommeil, parce que là aussi, c'est peut-être problématique, parce que le fait de pas assez dormir de la nuit ou d'avoir un sommeil non régénérateur à cause du stress notamment, c'est problématique pour le cœur. Et enfin, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'autres excès, la pollution, l'alcool et cetera. Donc il faut quand même se dire qu'on n'est pas à l'abri si on cumule les risques. Le sucre en fait vraiment partie. Alors, il y a des solutions aujourd'hui, hein, on a quand même des solutions. Il y en a de plus en plus qui vont être proposées à mon avis. Parmi les compléments alimentaires, bon, il y a le chrome, on le sait, parce que ça favorise l'insuline. Il y a le mûrier blanc dont on a parlé dans l'émission sur le sucre, parce que ça va diminuer l'absorption des glucides. Donc de ce fait, on a moins d'hyperinsulinisme, qui aussi peut être problématique pour le cœur. Dans quelque temps, là, je dévoile un petit peu un sujet par la suite, on aura même un produit pour le métabolisme, pour éviter le syndrome métabolique. Donc c'est un produit qui va agir un peu comme ces fameuses piqûres qui servent aux États-Unis pour maigrir, les analogues synthétiques des incrétines, qui sont des hormones intestinales qui coupent l'appétit un peu et qui font qu'on a moins d'absorption de mauvais sucres. Donc on aura les équivalents, je pense, sous forme de compléments alimentaires dans quelque temps. Voilà, donc il y a quand même d'autres éléments qu'on peut prendre en compte. Je pensais au pissenlit aussi Ah qui ben, bien serait un sûr, c'est bon allié, l'essentiel. pour le cœur, c'est pour Ah ça. ben, c'est extraordinaire le pissenlit. Voilà, ça c'est un produit extraordinaire. Il y a eu une étude chez l'animal, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais bon, on voit les coupes d'artères de l'animal. On a pris, bon, pauvres bêtes, mais bon, ça c'est pas gentil pour eux, mais on les a nourris certains avec des nourritures très grasses, très hétérogènes, et on a fait plusieurs variétés d'animaux, et à certains, on leur a donné des racines de pissenlit et des feuilles de pissenlit, ou les 2. Et quand on regarde les artères, ceux qui avaient été nourris avec le gras sans rien d'autre, ils avaient déjà des plaques d'athérome très épaisses. Ce qui prenaient les feuilles, ils en avaient 2 fois moins, et ce qui prenaient les feuilles et les racines, ils n'en avaient plus du tout. Autrement dit, le pissenlit par lui-même c'est un fondant du gras, si vous voulez. Il permet d'éliminer le mauvais gras et il protège les artères. Là, voilà, c'est extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. Alors sous quelle forme on peut le prendre? D'ailleurs, je pense à mes amis suisses qui appellent ça les dents de lion, la dent de lion. Oui, les dents de lion, oui. Oui, Mmh. nous, on l'a en complément, oui, c'est sûr. C'est facile à trouver, hein. Je pense On que peut faire aussi des tisanes, ah ça peut oui, être des après, compléments, des écoutez, tisanes, oui? au printemps, à l'automne, il y a des pissenlits dans la nature, à condition qu'on sache que c'est pas pollué, hein, ou alors qu'il y ait pas des animaux qui aient fait déjection dessus. On ramasse des pissenlits, on en fait des cures, c'est extraordinaire. Avec Ouais, un peu faut de vinaigre balsamique ou de vinaigre de cidre qui, comme vous le savez, a la bonne réputation par rapport au sucre. Donc voilà, on peut faire des salades de pissenlit avec du vinaigre de cidre, c'est excellent. Alors, par contre, dire que ça va arrêter l'athérome, non, je ne vais pas dire ça, parce qu'il faudra manger tous les jours et des quantités. Mais dans certains compléments, où on peut l'associer au chrome d'ailleurs, on peut avoir des résultats sur le long terme. d'accord, donc là, on peut faire des cures, régulières, par exemple, de compléments avec des pissenlits? Tout à fait, tout à Oui, fait. il y a des contre-indications Non, non, le particulières? pissenlit, Non? non, non, il y a D'accord. vraiment pas de contre-indication. C'est une plante qui a plein de vertus, dedans, vous y avez d'ailleurs, je crois que je l'avais dit dans l'émission sur le sucre, vous avez l'enzyme Rubisco, qu'on le retrouve dans toutes les feuilles vertes, hein, et également dans les algues, les chlorelles, la spiruline, voilà, la clamate et toutes les algues, tous les végétaux très vert foncé, outre les vitamines K qui protègent aussi des artères, vous avez dedans l'enzyme Rubisco qui est un sucre, quoi. Voilà, Mmh. qui s'oppose, voilà, qui agit, sur les hormones intestinales et qui diminue les risques liés au sucre. Donc le fait de manger des végétaux, des salades vertes, c'est très important pour, une bonne santé cardiovasculaire. Je viens de dire un mot des vitamines K, j'avais oublié d'en parler. Alors ça, c'est une vitamine très importante pour le cœur et pour le système cardiovasculaire. Elle empêche les dilatations et les calcifications des artères. Vous voyez? Donc c'est quand même quelque chose de très important. Mmh. Donc ça va pas lutter bien sûr contre l'anévrisme qui peut être lié à autre chose, hein, notamment au manque de silicium et de collagène. On y reviendra après. La vitamine K, c'est tous les aliments vert foncé.
Alors bien sûr, il ne faut pas en prendre trop quand on est sous antivitamine K, comme anticoagulant, mais dans tous les autres cas, c'est vraiment très, très protecteur. Voilà, donc c'est le complément, vous voyez, un petit peu de tout ce qui est, aliments vert foncé. Vert foncé, ça peut être aussi bien de la salade, mais aussi des algues, par exemple spiruline, algues Tout à fait, clamato, et cetera? tout à fait, tout à fait. C'est toutes les algues, spiruline, clamates et cetera et chlorelle aussi, qui contiennent des vitamines K D'accord. et l'enzyme Rubisco qui améliore l'équilibre, métabolique du sucre. Mmh. Et après, pour les artères aussi, il y a la silice. Plus exactement, la silicium organique vrai. Voilà, là, j'ouvre une parenthèse. On a beaucoup parlé du silicium organique. Alors, ça va pas faire plaisir à tout le monde, ce que je vais dire, mais c'est du faux organique. C'est-à-dire que c'est de l'organique chimique, c'est-à-dire la chimie organique. On a pris des minéraux, on a transformé, on les a rendus organiques. Mais la vraie produit organique, c'est le végétal. Le règne végétal fabrique des produits organiques. Voilà, il y a que le règne végétal qui fait des produits organiques. C'est pas l'intellect humain. Voilà, donc c'est différent. Et donc, quand on parlera du silicium organique, il faut que ça soit organisé par la nature. Alors, on le trouve Mmh. dans le bambou, on le trouve dans certaines algues comme l'odontella, etc. Or, le silicium, c'est essentiel au corps humain. Le corps humain, c'est le fer et la silice. Comme la terre. La terre, c'est fer et silice. Et à partir d'un certain âge, dès la quarantaine, on commence à perdre la silice, le silicium. Or, qu'est-ce qu'il fait dans le corps? Il maintient tous les tissus par l'intermédiaire du collagène. S'il n'y a pas de silicium, le collagène se délite. Il commence à se dégrader. D'où l'ostéoporose, le relâchement tissulaire, les rides, le durcissement des artères, etc. Donc, vous savez qu'il y a une grande mode, on parle beaucoup du collagène. Tout le monde prend du collagène. Oui, c'est très bien. Sauf que si vous manquez de silicium, le collagène, vous ne le fixez pas, vous ne le fabriquez pas, vous ne le mettez pas là où il faut. Et donc, on peut même se poser la question si ces excès de collagène sans le silicium peuvent pas, sur le long terme, être préjudiciables. Par contre, s'il y a le silicium, ça va permettre de garder l'élasticité, la souplesse aux artères. Mmh. Très bien, merci pour la précision. Alors, quand on nous écoute, on pourrait se dire, ils ont fait une émission sur le foie passionnante, la 289, je fais le numéro du Oui, loto. oui. Un Oui. foie en bonne santé, sur le sucre, ils m'ont dit de prendre, pour le foie ceci, cela, pour le cœur ceci, cela. Oui. Et du coup, au final, on peut être un petit peu perdu avec ces compléments alimentaires et puis bien savoir comment s'y prendre ou alors avoir une liste à rallonge de compléments à prendre et de se dire est-ce que finalement je fais bien les choses. Donc là, j'aimerais bien, ce serait intéressant pour le cœur qu'on résume. On n'a pas parlé du cas particulier de la ménopause, mais voilà. On se dit, je prends un peu d'âge, je suis sportif ou pas, je veux maintenir un cœur en bonne santé. Qu'est-ce que je pourrais faire comme cure ponctuellement? On va partir d'abord là-dessus. Alors, je pense déjà qu'après, à partir de la ménopause, on doit faire attention, on l'a dit, au sucre. Bon, sans se restreindre pour pas faire une restriction cognitive. On peut aider l'organisme à gérer le sucre avec une nourriture adaptée déjà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la nourriture, où on a l'huile d'olive, les salades, enfin tout ce qui est végétal et un petit peu le régime crétois, mais même, grec, enfin bon, du Mmh. pourtour méditerranéen, c'est satisfaisant. Si par contre, on commence à avoir des symptômes de carence, c'est-à-dire la peau qui devient sèche, on aura tendance à prendre des huiles en plus grande quantité, donc ça ne sera pas suffisant l'olive. Dans ces cas-là, on peut prendre soit de l'huile d'onagre bio, Oui. soit de l'huile de krill. L'huile d'onagre bio, c'est très bien parce que ça freine aussi l'hypophyse, donc ça va avoir moins d'effets néfastes par rapport au manque, post-ménopausique. Donc l'huile d'onagre, l'huile de krill parce que ça va augmenter la capacité du cœur à s'adapter à l'effort, ça va fluidifier le sang, donc ça va faire une meilleure oxygénation des tissus. Si par contre on est fatigué, là, on peut avoir recours à prendre de la spiruline, par exemple. Pourquoi? Mmh. Parce que ça va apporter de la vitamine B12, de la vitamine K et des vitamines, et du magnésium. Alors le magnésium, on peut l'associer avec des huîtres, c'est ce que moi je fais souvent dans mes mélanges. Pourquoi? Parce que l'huître contient la taurine qui permet au magnésium d'agir mieux sur le cœur, puisque c'est le cofacteur. Et plus avant dans le temps, si vraiment on est plus âgé et plus fatigué, on peut prendre du Q10.
Le Q10, ça va améliorer la fréquence cardiaque, réduire les risques d'arythmie cardiaque et de meilleur fonctionnement du cœur. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait de fonctionnement du cœur, mais le muscle cardiaque, les myocardes, 40% du volume du muscle cardiaque, c'est des mitochondries, donc du Q10. Vous voyez, donc c'est très important. Et sans faire peur aux gens, je voudrais ouvrir là aussi une autre parenthèse. Sans trop critiquer la médication, il faut savoir que si on prend des statines sur le long terme, il y a plein de publications qui tombent en ce moment, qui font état que ça diminue la capacité du cœur à s'adapter à l'effort. Voilà. Et même, et là c'est encore plus inquiétant, ça aurait tendance à favoriser les calcifications artérielles des coronaires. Ça, c'est publié récemment. Depuis l'an dernier, il y a une dizaine de publications scientifiques dans le monde médical qui font état que les statines sur le long terme, je dis bien sur le long terme, à trop forte dose, quand on veut trop faire baisser le cholestérol, on ne fabrique plus de vitamine D. Et la conséquence, ça peut être des calcifications artérielles. Donc voilà, ce dont il faut se méfier. Vous voyez, bon, je ne dis pas qu'il faut les arrêter, mais il faut peut-être faire avec votre cardiologue, vérifier que vous ne preniez pas trop. Voilà, ça, D'accord, oui, se reposer des questions, interroger la chose. Il faut poser des questions. Il faut interroger le cardiologue pour savoir exactement où vous en êtes. Et puis faire des analyses des coronaires, soit par coronaro, soit par scanner des coronaires. C'est très au point. Ça permet de vérifier qu'il n'y a rien d'anormal qui se prépare. Voilà. Alors, vous me posiez la question de ce qu'on peut faire après de manière un peu permanente. Je crois qu'il faut faire des séquences thérapeutiques et avec les médicaments qu'on connaît, mais aussi avec des compléments alimentaires. Alors, dans les compléments, ça peut être des vitamines B, ça peut être du magnésium, en période de fatigue, de surmenage, de stress. Ça peut être les oméga 3, quand le cœur a été sollicité, soit par l'effort physique, quand on fait de l'exercice sportif. Ce que moi, je conseille à mes patients qui font de l'exercice physique, ou même les grands sportifs, c'est le krill et la spiruline. Pourquoi ? Parce que là, vous avez des protéines avec la spiruline, des vitamines B12. Vous avez, avec le krill, vous avez le fluidifiant. On sait que le krill, par exemple, va diminuer les risques d'oxydation du sang après l'effort, qui donne des crampes, l'apparition d'acide. Et donc, à ce moment-là, le krill va compenser. Il permettra d'une meilleure adaptation à l'effort, un meilleur rendement à l'effort et un meilleur état post-effort. Voilà. Je pense qu'on peut faire des conseils comme ça, très simples. Tantôt une petite cure de krill, de spiruline, les jours de sport, vitamine B, le magnésium quand on est stressé, etc. Et puis voilà. Après, c'est selon les carences qu'on peut avoir. Quelqu'un qui va avoir les ongles striés, ça peut être un manque de sélénium. Quelqu'un qui va perdre ses cheveux et qui est jeune, elle va perdre du fer, elle va manquer de fer. Donc, c'est mauvais pour le cœur non plus. Parce que quelqu'un qui carence en fer fait de l'anémie, dont le cœur se fatigue. Voilà. Ça dépend des cas aussi particuliers. C'est là qu'il faut consulter un nutritionniste. Oui, sachant que le fer, on sait aussi que c'est un oxydant, donc il ne faut pas en abuser non plus. Alors, il faut du fer qui soit organique aussi, qui soit bien absorbé. Souvent, celui qui est associé aux levures est pas mal. D'accord. Ou alors, on le trouve dans la spiruline, mais il n'y en a pas peut-être suffisamment. Ou alors, si on n'est pas végétarien, on mange du foie. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, quelquefois. France Guillain me disait, je me souviens, allez, un bon boudin rouge une fois par mois si on a des carences en fer. Bon, alors, désolé pour... Et autrefois, ils faisaient ce n'est pas moi qui le dis, mais oui. Les anciens faisaient ce qu'on appelait la sanquette. C'est-à-dire qu'ils récupéraient le sang d'une volaille qu'on avait trucidée et ils le faisaient cuire. Ça donne vachement envie. Alors, en tout cas, je pensais à une autre plante aussi pour le cœur, à l'aubépine. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. En fait, vous savez, on a parlé des bourgeons, Anne, oui. On a parlé des bourgeons. Alors là, on n'a pas parlé des bourgeons dans cet épisode. On a fait un épisode dédié aux bourgeons parce que vous avez... C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ce que vous vouliez dire. Parce que vous avez parlé de toute un livre aux éditions Erol sur les bourgeons. C'est ça. Qui sont... vous pouvez peut-être rappeler ce que sont ces compléments. Je ne sais pas comment vous les qualifiez, parce que c'est quand même dans la phytothérapie. Alors ça, c'est la phytothérapie. C'est le bourgeon, c'est le potentiel d'une plante qui va se développer. Donc, il contient en lui, comme un embryon humain, parce qu'au départ, c'est de l'embryologie. C'est Paul Henry, lorsqu'il a créé la phytothérapie, l'embryo, des embryons de bourgeons, la gémothérapie, il parlait d'embryologie. En fait, ça contient
des cellules souches, des hormones de multiplication ou de frénation de la croissance des végétaux et énormément de substances un métabolome pratiquement identique à celui du corps humain. On a dans les bourgeons les hormones du corps humain, vous voyez? Bon, si on prend le cas de l'aubépine par rapport au cœur, qu'est-ce qu'elle a comme effet? Elle a 3 effets majeurs. Régulateur du rythme cardiaque, donc elle empêche l'hyperfréquence, elle va réduire la fréquence. Dilatation des coronaires, donc elle va mieux oxygéner le muscle cardiaque et elle va empêcher les troubles du rythme. Voilà. L'aubépine, c'est extraordinaire. Alors on l'a sous forme de bourgeon. Pourquoi? Parce que le bourgeon, c'est très concentré, donc on n'en prend pas beaucoup. On peut prendre 10 gouttes. Alors, la macération se fait dans l'alcool, la glycérine et l'eau. Donc c'est un mélange. C'est pour ça qu'on appelle la gémothérapie des mélanges hydroalcoolo-glycérinés. Voilà, des macérats glycérinés. Alors, c'est pas la dilution, c'est pas l'homéopathie, c'est pas le 1DH qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire on diluait au dixième. Là, c'est le macérat mère, qu'on appelle mère, comme la teinture mère, donc c'est la mère de la dilution homéopathique. Mais là, on est avec des principes actifs. Dans le livre qu'on a fait avec le docteur Louillot chez Erol, et on a bien décrit toutes les recherches scientifiques qui ont permis de mettre en évidence l'efficacité factuelle de ces bourgeons sur le corps humain. C'est vraiment c'est de la médication, là, on peut le dire. Mais on le considère comme des compléments alimentaires. Alors, je rappelle le titre d'ailleurs en passage, c'est Les fabuleux pouvoirs des bourgeons sur votre santé aux éditions Erol. On fait le petit coup de pub pour le livre. Ouais. Excellent quand même sur ce sujet-là que j'ai eu la joie de publier avec vous, pas de l'écrire, mais aux éditions Erol. Très intéressant si on veut aller plus loin sur les bourgeons. On s'approche de la fin de cette émission, docteur Dupont. Est-ce qu'on voit d'autres... On a parlé de l'alimentation, on a parlé de la ménopause, on a parlé des cas particuliers, on a parlé des sportifs. Est-ce qu'on a fait le tour des actifs peut-être déjà ? Oui, parce que je pense qu'on a parlé du krill, des oméga-3, des oméga-3 végétaux pour les végétariens, des vitamines B, du magnésium, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Après, il y a des plantes, bien sûr, en plus de l'aubépine, il y en a d'autres. Hein. On a parlé du pissenlit, on a parlé... Vous avez une plante qui n'est pas très connue, c'est l'ami, le kella en arabe. C'est ami, ça a donné l'amiodarone, la cordarone. Donc, c'est une plante dont les actifs permettent également de réguler la fréquence cardiaque et le rythme. Mais bon, là, c'est du domaine quand même de la spécialisation des phytothérapeutes. Donc là, je n'en parlerai pas plus. Mais je voudrais terminer sur un aspect quand même qui est lié au cœur, c'est la méditation. Alors, sans aller dans les détails, si vous voulez, de la méditation, le simple fait de se poser, de refaire un peu les exercices de respiration dont on a parlé tout à l'heure, la cohérence cardiaque, et d'ensuite prendre le temps de méditer. Non pas se remplir l'esprit d'un sujet quelconque, mais d'être d'essayer de se libérer des pensées qui passent, vous voyez, et de rester dans une espèce de détente de méditation. C'est ce que font de plus en plus de gens, et avec juste titre. Pourquoi ? Parce que ça permet de se remettre en phase avec son cœur. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on pourrait en déduire. Vous savez, le mot méditation, ça veut dire porter sa médiate attention à l'intérieur de soi-même. Donc, on peut porter son attention sur le cœur, le voir comme quelque chose qui rayonne l'amour, le partager, et essayer de rayonner de soi de l'amour. Et je pense qu'on améliore son cœur. Alors, on est bien dans la thématique, en tout cas, du cœur. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a d'autres pratiques de bien-être ou tout simplement qui sont à la portée de l'être humain. Je pense au chant, parce que dans le chant, il y a forcément aussi la respiration. Il peut y avoir l'inspiration, en fonction de la typologie du chant, qui peut permettre de réguler un certain nombre de choses également. Voilà. De toute façon, le cœur est aussi lié aux 4 grandes hormones de la satisfaction. Il y a plein d'hormones cérébrales, il y a l'ocytocine, enfin bon. Mais le fait d'être joyeux, de se détendre, d'aller en forêt grâce aux phytoncides qui redonnent une bonne immunité, d'avoir le plaisir de partager avec des amis, avec des proches, tous ces phénomènes-là positifs, toutes ces pensées positives font du bien au cœur. Voilà, c'est l'inverse de ce qu'on disait au début, le stress induit par la peur, les mauvais jugements, enfin tout ce qui agresse, la colère, etc. On n'a pas parlé de la colère, mais c'est terrible pour le cœur. Beaucoup de gens qui se mettent en colère, ils font un accident cardiaque après, vous voyez. Donc c'est l'inverse de tout ça. Il faut se maintenir dans la paix,
le sentiment de plénitude et d'amour et de le rayonner de manière impersonnelle. Merci pour ces conseils et puis pour cette ouverture aussi plus holistique au sens noble du terme, plus globale, parce que finalement nous sommes un tout et c'est vrai qu'on est dans une ère où on essaye de se synchroniser aux machines. Ouais. Et c'est important de rappeler comme nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas au rythme des machines, nous ne pouvons pas suivre leur rythme. Exactement. Alors que quand on se reconnecte à la prise terre, au vivant, on se rappelle de nos cycles, de qui nous sommes et de cette alchimie, je vais dire, naturelle. Donc, merci pour cette sagesse, Dr Paul Dupont. Merci Anne pour votre conclusion, elle est parfaite. Elle est parfaite. Je rappelle que vous avez écrit de nombreux ouvrages, aussi bien aux éditions Marabout, on peut les retrouver aussi sur le site du laboratoire que vous dirigez. Oui. Toutes les références de vos livres, vous avez publié un livre sur la vitamine D. La vitamine D, on en a tous besoin chez Marabout. Se libérer du psoriasis, soigner sa peau naturelle. Le dernier, on en a parlé, les fabuleux pouvoirs des bourgeons sur votre santé aux éditions Erol. Ouais. Également un livre sur le sucre qui va sortir le 12 novembre. Ah ben voilà, merci pour l'actualité. Très bien. Je crois, je sais jamais le titre, mais c'est Sucre et surpoids, voilà. Comment se libérer du sucre et du surpoids, c'est quelque chose comme ça le titre. Voilà, sur les oligo-éléments également, vous avez publié. On peut vous retrouver en tout cas toute l'actualité, les compléments alimentaires du laboratoire sur le site oemine-nature.com. Et puis, tapez votre nom, Dr Paul Dupont. On a fait beaucoup d'émissions ensemble. Je vous invite à retrouver, si vous n'avez pas encore écouté le Dr Paul Dupont, nos précédents épisodes qui étaient absolument passionnants. Merci encore infiniment à vous. Merci Anne, merci beaucoup, vraiment. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.